5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, vous recevez ce soir Nathalie Chloé Verlaque, la veuve du dessinateur Tinius, abattu ce 7 janvier 2015. Elle publie « Si tu meurs, je te tue » aux éditions Plomb. Bonsoir Chloé Verlaque. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Si tu meurs, je te tue. Ce récit, effectivement, 7 janvier 2020, 7 janvier 2015. Comment vous avez vécu cette journée-là, aujourd'hui, ce mardi ? Alors pour la première fois depuis 5 ans, je n'ai pas subi cette journée. Ces dernières années, moi, je n'ai jamais assisté aux commémorations. J'ai toujours emmené les enfants ou en voyage ou en petit week-end, mais on n'était jamais en France. On avait décidé de faire de cette journée quelque chose de vivant et d'heureux ensemble. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai à raconter la vie qui continue et c'est très agréable. Là, ça devient très agréable, c'est ça ? Ça devient très agréable ? Mais oui, parce que je suis pas moi dans la commémoration de quelque chose de triste. J'ai une jolie histoire à raconter qui est l'histoire d'amour que j'ai eue, qui est celle de la reconstruction, qui je trouve est un message plein d'espoir puisque en fait on peut continuer à vivre après. En tout cas. Oui, voilà. C'est ce que vous voulez dire aujourd'hui. Oui. Ce que vous dites dans votre récit, parce que vous repartez du début, c'est évidemment, je ne peux pas ne pas vous interroger sur cette heure fatidique, cette heure de 11h32 où votre vie bascule, votre vie de famille, votre vie de femme, votre vie d'épouse, et ces mots aussi que vous répétez dans cette rue sordide où vous répétez « Je suis la femme du dessinateur Tinius, j'ai 2 enfants en bas âge », et c'est comme si on ne vous entendait pas, et c'est comme si on ne vous avait pas entendu encore après pendant plusieurs semaines. C'est vraiment ça que vous avez ressenti ? C'était terrible. C'était terrible parce que il fallait en plus prendre sur moi, parce que si je pleurais, si je criais, si je m'énervais, si je m'effondrais, on allait me reléguer dans la catégorie des femmes hystériques et ne pas me répondre. Donc il fallait que j'attende, que je demande et surtout que je donne ma légitimité pour qu'on me laisse passer. Et tout le monde était tellement dépassé par l'ampleur de l'événement que c'est comme s'il n'entendait pas ce que j'étais en train de dire. Donc il a fallu passer les barrages de police, puis ensuite il a fallu accéder au théâtre, et puis personne ne répondait à cette question et tout le monde me disait mais on ne sait pas. Et moi j'ai revécu cette journée inlassablement parce que je l'ai vécue comme une grande injustice. Vous racontez bien sûr où vous étiez quelques minutes avant, comment vous l'apprenez, on vous empêche de conduire votre véhicule pour vous rendre sur les lieux parce que vous n'êtes pas en état de conduire, et puis vous apprenez que Tinius est mort sous les balles des frères Kouachi. Vous l'apprenez dans des conditions aussi assez violentes, j'allais dire. Mais tout était très violent. Tout était très violent, bien entendu. Mais oui, parce que j'ai enfin fini par rentrer donc dans le hall du Comédie Bastille qui était devenu la cellule de crise. Et le psychiatre, chef des psychiatres du SAMU, m'a pris par les épaules pour me dire on ne peut pas vous répondre pour l'instant. Et il y a une infirmière qui a craqué parce que elle en pouvait plus, parce que elle savait et elle a supplié qu'on me réponde. Et donc c'est moi encore qui ai verbalisé en disant est-ce qu'il est mort, et quand j'ai fait un tour de la salle, j'ai croisé le regard de Luce qui a hoché de la tête. C'est vous qui avez verbalisé, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est un peu l'impression quand on lit votre récit que vous avez dû verbaliser souvent, évidemment, ce jour dramatique, et puis souvent encore après le combat administratif, le combat, j'allais dire, pas politique, mais en tout cas cette parole que vous avez voulu continuer, ce dessin aussi que vous avez continué à faire connaître de Tinius et à diffuser, parce que c'est pas le premier livre que vous signez. Il a fallu verbaliser tout le temps, presque se battre depuis 5 ans. Il a fallu. En fait, rien n'était. On nous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. C'est qui ont ? Tout le monde, les associations de victimes, l'État, vous aviez été reçu à l'Élysée fin janvier. Oui. Vous aviez rencontré François Hollande, vous le racontez d'ailleurs. Mais en fait, je crois, il n'y a pas de volonté de faire mal, mais tout le monde a été complètement dépassé par l'ampleur de l'événement et on ne rentrait dans aucune case. Et c'était ingérable. Et moi, il fallait que j'avance, il fallait que je continue. Donc, il fallait surtout que Tinius, l'artiste, il fallait que je parle de lui, il fallait que je le publie, il fallait que... Voilà, c'était insupportable tout d'un coup qu'il soit mort et qu'on n'entende plus parler de lui. Quelle défaillance y a-t-il eu? Quelles promesses n'ont pas été tenues de la part des associations, du fonds de soutien, du président Hollande? Parce que vous avez été touché une première fois et puis ensuite, je crois, agacé par son absence peut-être de déçu.
Déçue plus qu'agacée. En fait, finalement, j'ai pas eu le temps de m'agacer parce que j'avais vraiment beaucoup d'autres choses à faire. Mais c'est le moment où vous vous rendez compte que votre dossier est traité comme n'importe quel autre dossier, que voilà, quand vous avez un problème avec le formulaire B22 de la CAF, bah là c'était pareil. Alors que on venait de vivre un drame épouvantable et international. Comment on se reconstruit? Alors, vous mettez 5 ans là à nous raconter par le commencement votre vie à ce moment-là et puis votre vie d'après. Comment vous vous reconstruisez? Parce que il y a le soutien psychologique, il y a le soutien administratif, même s'il est bancal, on le comprend bien. Comment vous faites? Comment vous vivez? Comment vous subvenez à vos besoins, aux besoins de vos enfants? Vous racontez très bien Sarah Lou et Solal qu'on salue parce que ces enfants, ils ont su tout de suite. Mais ils sont incroyables. Mais moi, il y a 3 ans de presque d'absence, en fait. Où justement, c'est un jour en tombant sur des tickets de manège où je me suis dit, mais il est trop grand. Il a 8 ans. Et voilà, parce que pendant 3 ans, je ne l'ai pas emmené au manège, parce que pendant 3 ans, il fallait que je passe publier Teen News, il fallait que je fasse des expositions, des conférences, cette bataille-là. Et tout d'un coup, ça a été comme une renaissance de se dire, mais en fait, voilà, maintenant, est-ce que tu veux vraiment continuer à vivre pour toi, pour eux? Et ça a été une décision. C'est une décision que j'ai prise et qu'après il fallait assumer. Et le livre, l'écriture de ce livre, c'est l'étape ultime de cette reconstruction, de raconter. Parce qu'avant le drame, il y a de l'amour, que l'amour ça aide à vivre, que moi, Tino, j'avais pas pu lui dire au revoir et que là, j'ai pu le faire. Je voudrais évidemment vous interroger sur le mois de mai prochain. Parce qu'il y aura le procès des complicités, forcément, dont ont bénéficié les frères Kouachi et puis Amédi Koulibaly aussi pour l'hypercachère. Vous attendez ou vous redoutez ce moment? Alors, je ne le redoute pas. Moi, je me suis constituée partie civile parce que je voulais avoir accès au rapport d'autopsie. J'attends pas grand-chose parce qu'on n'a pas grand-chose et puis ils sont morts. Maintenant, je pense que vous n'attendez pas grand-chose? Non, on n'aura pas. Vous aurez des réponses peut-être quand même. Vous aurez au moins. Enfin, vous avez besoin de comprendre, non? Mais je pense que les réponses, on les a déjà. C'est-à-dire, c'est quoi les réponses alors? Je pense qu'on est face à une société dans laquelle la haine, les extrémismes religieux, politiques sont en train de gagner du terrain et qu'en général, historiquement, on sait que c'est symptomatique d'une société qui va mal. Après, comment ils se sont organisés? Au final, moi, ça va pas me ramener Teen News. Ça veut dire que pour vous, la liberté d'expression aujourd'hui, alors, c'est là où j'ai pas fini et c'est là où je pense que c'est fondamental que la justice d'un pays rende un verdict. À moi, personnellement, à la question, moi, ça ne va pas m'apporter grand-chose, mais j'en attends énormément d'un point de vue national et je pense que c'est fondamental et nécessaire. Aujourd'hui, ce deuil national, vous avez le sentiment comme ça que ça vous a aidé à vivre votre deuil personnel? Parce qu'on voit bien les réactions encore des gens, l'émotion, on voit bien ce que ça a suscité, Charlie. C'était très rassurant. Moi, j'ai participé à la manifestation du 11 janvier. J'ai été vraiment heureuse de voir que les gens étaient capables de se fédérer, de se rassembler comme ça. Et les gens m'ont apporté énormément de soutien, d'affection, de tendresse. Et juste une dernière question, du coup, parce qu'il y a eu évidemment ce slogan « Je suis Charlie » il y a 5 ans. Il est là encore aujourd'hui, il est vivace, ce slogan? Alors, et tout ce qui va derrière, bien sûr. Alors, si derrière ce slogan, il y a la défense de la laïcité et de la République, alors oui, il faut qu'il reste vivant. Il faut, mais vous en doutez. Mais tout est une bataille qu'il faut gagner. Merci beaucoup Chloé Verlac. Merci d'être venue ce soir sur Europe 1. Si tu meurs, je te tue. C'est aux éditions Plomb. Merci à vous.